Voilà, donc du coup, je vais reprendre un aspect plus normatif. Ça va un peu contraster avec ce qu'a pu vous présenter Paul Etienne. Donc l'idée, c'est de... Alors, je vais un peu reprendre ce qu'avait dit Julien tout à l'heure. Là, c'est un peu court de parler de ça 20 minutes. La formation dure au moins une journée. Mais voilà, l'idée, c'est de vous présenter au moins les grandes phases et puis, évidemment, de voir aussi si vous avez des questions par rapport à ça. Alors, je reprends la dernière définition, définition du règlement qui me semble important. Donc, pour le 745, vous avez la même chose pour le 746. Donc, on voit que la notion d'ergonomie est présente assez rapidement, notamment dans la définition de l'incidence. Donc, rassurez-vous, il n'y a qu'une seule définition, ce sera celle-là. Donc, c'est tout dysfonctionnement ou toute altération des caractéristiques des performances du DM, y compris une erreur d'utilisation due à des caractéristiques ergonomiques. Donc, on voit bien que la notion d'ergonomie et d'erreur qui serait liée à ça est vraiment mise au centre du règlement. Alors, si la question qu'on peut se poser donc juste après, c'est comment on résout, comment on satisfait ces exigences. Donc, si on reprend les normes harmonisées, donc là, je vous ai fait un screenshot qui date il y a 2 jours, 2-3 jours que j'ai fait sur le site de la Commission européenne. On voit que les normes, on retrouve la norme 62.366 et la 6601-1-6 pour l'électromédical. Et si vous avez arrivé à lire de là où vous êtes, vous voyez que c'est 2028. Donc, c'est-à-dire actuellement, il n'y a pas de normes harmonisées pour le règlement, pour l'aptitude à l'utilisation. Alors, ceci dit, la question qui se pose, c'est quelle norme on applique par rapport à ça. Donc, il y a 2 éléments de réponse. Déjà, ce qu'on peut se dire, c'est que c'est déjà, au niveau de l'état de l'art, on peut se dire que la 62.366 est déjà celle qui est inscrite, qui sera bientôt appliquée. Donc, c'est déjà un élément de réponse intéressant. Et si alors, je n'ai pas mis de diapo ici, mais si vous regardez quelle norme était applicable pour les anciennes directives, c'était déjà la 62.370, mais qui était en version 2008 à l'époque. Voilà. Tout ça pour vous dire que même si officiellement les normes ne sont pas encore harmonisées au niveau de la Commission européenne, voilà, c'est la 62.370 qui est utilisée. Tous les fabricants en Europe que je connais les utilisent et c'est aussi cette norme-là qui est utilisée lors des audits. Alors, normalement, il y a encore un an, c'était marqué 27 mai 2024. Et tout le monde pensait que ça allait être harmonisé à cette date-là. En fait, ça n'a pas été pris en compte et du coup, ils l'ont reporté de 4 ans. Donc, si là, je vous présente les principales normes qui sont appliquées dans l'application de l'ergonomie pour les dispositifs médicaux. Donc, on retrouve la 62.366, la version 2015, avec l'amendement 1 qui lui a été fait en 2020. Alors, je vous présenterai le process étape par étape, juste dans la suite de la présentation. Vous avez le guide d'application qui est édité en 2016. Alors, qui était en relecture il y a quelques mois, donc je pense qu'il devrait bientôt être mis à jour. Et pour l'instant, c'est toujours cette version-là qui est d'actualité. Donc là, c'est tout simplement le mode opératoire. La norme, c'est une norme processus. Ça vous dit quelles sont toutes les étapes, globalement les grandes méthodes que vous devez mettre en place. Et dans le guide d'application, ça vous explique de façon plus précise comment vous devez vous y prendre. Et on a l'équivalent pour la 6601-1-6, et qui pour le coup est une norme très très succincte, et elle fait un renvoi vers la 62.366. Donc à part quelques légères modifications de définition, c'est toujours le process de la 62.366 qui s'applique. Après, vous avez des normes qui peuvent s'appliquer par type de dispositif. Donc là, je ne vous ai pas tout listé, je vous ai listé les principales. Donc on retrouve notamment la norme 11607 pour les dispositifs présentés à l'état stérile. Vous avez le chapitre 7 de cette norme-là qui donne quelques exigences d'ergonomie sur la façon de présenter, en tout cas les risques qui doivent être étudiés par rapport à cette norme. Alors je vous en ai mis une deuxième à la norme 20417 sur les informations à fournir par le fabricant. Donc c'est tout ce qu'on retrouve sur le packaging, la notice ou autre, donc qui font aussi l'objet d'évaluation de l'ergonomie, etc. Donc je ne pourrais pas vous tous citer, mais par type de dispositif, vous pouvez éventuellement avoir des normes particulières. Alors je vous cite quand même la dernière norme, la norme 9241-210, donc qui a été mise à jour en 2019. Est une norme générique qui n'est pas du tout spécifique dispositif médical. Donc, c'est la norme de conception sans utilisateur qui est utilisée dans pas mal de domaines industriels. Donc, c'est un peu, on pourrait le considérer comme la norme chapeau
c'est un peu le processus de conception utilisateur, tout domaine industriel confondu. On pourrait même considérer que la 62366, c'est un peu la déclinaison medical device de cette norme plus générique, qui est citée, alors je sais plus, je crois que c'est dans le guide d'application, qu'elle est citée dans les guides dédiés, elle est également citée. Donc, à titre personnel, c'est une norme qu'on utilise quand ce sont des dispositifs de santé, mais qui ne sont pas, d'un point de vue réglementaire, des dispositifs médicaux. Si on travaille sur des systèmes de télémédecine, par exemple, qui ne sont pas DDM, c'est cette norme-là qu'on va appliquer. Alors, je vous ai mis comme ce schéma-là qui est intéressant, qui donne aussi un petit peu le périmètre de l'application de la norme. Alors, vous voyez ici, au niveau central, vous avez la norme 62366 et vous avez, on voit que c'est imbriqué dans la 14971. Donc ça, c'est un schéma qui est issu de la version d'amendement 1 de la 62366. Voilà, donc on voit que finalement, dans cette vision-là, on voit que les erreurs d'utilisation font partie de l'analyse des risques. On peut considérer que c'est une sous-partie, sous-domaine de l'analyse des risques. Donc, ce qu'on va étudier dans la 62366, donc c'est l'utilisation normale du dispositif. Tous les comportements des utilisateurs, quand ils le font en ayant objectif de faire comme c'est prévu par le fabricant. J'ai pas été très clair là-dessus. En fait, l'utilisation normale se distingue par rapport à l'utilisation anormale. L'utilisation normale, c'est quand l'utilisateur sait pertinemment qu'il ne fait pas bien. Il décide il sait qu'il y a une date de péremption, c'est périmé, il le voit, il le comprend, il dit c'est pas grave, je prends mes responsabilités, je l'utilise quand même. Donc là, c'est considéré comme utilisation normale. Donc ça sort du domaine de l'ergonomie. En tout cas, ça sort du périmètre de la norme 62366 parce qu'on considère qu'il n'y a pas un problème d'intuitivité, il n'y a pas un problème de compréhension. Ça, c'est l'utilisateur qui décide de faire autrement de ce qui est prévu. Par contre, la norme prend ce qu'on appelle l'utilisation normale, qui se découpe en deux embranchements. L'utilisation correcte, heureusement, c'est ce qu'on cherche, c'est quand tout va bien, c'est quand l'utilisateur a fait ce qu'on attendait de lui, sans faire d'erreur d'utilisation. Et vous avez l'erreur d'utilisation. Donc là, c'est quand il y a la notion d'écart qui est importante à comprendre. C'est quand l'utilisateur a un comportement qui s'écarte de ce qui était prévu par le fabricant. Le fabricant décrit un mode opératoire. Comme le disait Paul-Étienne, il y a certains sens où le mettre. S'il le met dans le mauvais sens, c'est une erreur d'utilisation parce que c'était pas ce qui était prévu par le fabricant. Donc tout le challenge de l'application de la norme, ça sera d'identifier toutes les erreurs d'utilisation potentielles que peuvent faire les utilisateurs et faire en sorte, par des phases de design, comme l'a très bien décrit Paul-Étienne, de faire un design qui fait que ça protège et que les utilisateurs sont plutôt dans cette ligne A-là et ne font pas d'erreur d'utilisation. Et enfin, vous avez le dernier cadre qui est pris en compte par aucune des normes, c'est les cas de l'usage non vraisemblablement prévisible. Donc, les cas qu'on était complètement incapable de prévoir parce que c'est des choses qui arrivent peut-être une fois ou jamais dans la vie du produit. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter les grandes étapes d'utilisation, les grandes étapes de la norme. La première étape, qui est une étape extrêmement importante, donc c'est on a regroupé ici, il y a deux étapes dans la norme, donc c'est la spécification d'utilisation et l'analyse des risques d'usage. Donc la spécification d'utilisation, c'est de décrire, c'est un peu la cartographie de l'usage du produit. C'est là où vous allez chercher qui sont les profils des utilisateurs, donc pour toutes les étapes d'usage, ça s'appelle le transport, stockage, qui sont les personnes qui vont utiliser le dispositif avec toutes leurs caractéristiques particulières. Si l'utilisateur est un médecin, ça n'a pas le même profil qu'un grand public. On n'aura pas les mêmes descriptions, ils n'auront pas le même âge, ils n'auront pas les mêmes capacités, les mêmes connaissances. Et donc, dans les spécifications d'usage, principalement, on va aussi regarder le contexte d'utilisation. Est-ce que le produit est utilisé à l'hôpital? Est-ce qu'il est utilisé au domicile, dans une ambulance, peut-être sur un théâtre d'opération militaire, si c'est le cas? L'idée, c'est vraiment de décrire toutes les caractéristiques du contexte qui vont avoir un impact sur l'usage. Forcément, si c'est un dispositif utilisé par des patients au domicile, ça ne va pas du tout être la même problématique que si c'est des médecins au sein d'un hôpital. Donc ça, tout doit être décrit, analysé, et c'est fait par les méthodes qu'on a indiquées en dessous, donc interview, observation, focus group, analyse bibliographique, etc. Donc ça, c'est pour la spécification d'usage, et vous avez la partie qui est extrêmement importante, c'est l'analyse des risques d'usage, telle que c'est fait dans la norme 14971.
Donc, comme je l'ai dit un petit peu dans la diapo juste avant, l'idée c'est, alors on joue un peu le rôle des paranoïaques et on essaye d'imaginer pour chaque étape d'usage quelles peuvent être toutes les erreurs d'utilisation des opérateurs. Donc là, on essaye d'être très exhaustif dans cette étape-là. Donc et ça, c'est pareil, on le fait déjà avec notre propre sensibilité. Donc, vous le faites avec votre propre sensibilité, mais l'idée aussi, c'est de se baser sur des méthodes plus structurées, telles qu'elles sont décrites dans la norme. Ça peut être des interviews d'utilisateurs qui ont déjà utilisé des produits similaires, ou peut-être ce produit-là dans leur quotidien. Ça peut être aussi l'analyse bibliographique. Il y a déjà peut-être des incidents qui sont décrits dans la littérature, des bonnes pratiques. Donc l'idée, c'est aussi de les récupérer, de les analyser et de l'injecter dans cette analyse des risques. Donc on voit bien que c'est la première étape, et c'est pas par hasard, c'est une donnée d'entrée. Une fois que vous avez bien compris vos utilisateurs, vous avez bien compris le contexte d'usage, vous avez une idée assez précise de toutes les erreurs d'utilisation qu'ils peuvent faire, finalement ça va alimenter tout le processus de conception et d'évaluation du produit. Alors là, juste d'exemples très rapides. Donc là, c'est une méthode d'interview. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller sur place. Vous avez beau avoir l'impression de connaître votre produit, parce que ça fait plusieurs années que vous travaillez dans la société, vous êtes peut-être travaillé sur des produits similaires. C'est toujours extrêmement intéressant, enrichissant d'aller sur le lieu de travail, d'aller à la rencontre des utilisateurs et de solliciter leur verbalisation, parce que peut-être vous n'avez pas tout vu, ou alors les pratiques ont changé, ou il y a des contextes peut-être un peu nouveaux. Et après, l'idée, c'est aussi de les décrire de façon structurée et facile à interpréter. Donc là, vous voyez sur la partie droite un arbre hiérarchique de description d'activité. Donc c'est une façon très pratique de décrire. Là, c'est pour un stylo auto-injecteur, je ne vais pas tout déplier. Mais l'idée, c'est que ça soit pragmatique. Si vous faites des entretiens, il ne faut pas décrire sur des Word et vous aurez des pages et des pages et des pages de compte rendu d'entretien. En fait, finalement, vous ne saurez rien en faire parce que c'est très difficilement exploitable. Donc la bonne pratique, c'est de modéliser votre activité. Déjà, ça vous oblige, vous, à avoir une vision très logique de l'activité des opérateurs. Vous pouvez le faire valider très facilement. Là, autant un arbre, bon là c'est un arbre assez simple, mais autant des arbres peuvent être assez complexes à réaliser parce que voilà, ça prend du temps de structurer, de modéliser l'activité. Par contre, vous le montrez aux opérateurs, ils savent très facilement s'y retrouver et vous disent oui, non, ça c'est parfaitement ce que je fais. Par contre, ça, il y a une étape que j'ai oublié de vous dire. Donc là, vous pouvez aussi compléter et enrichir avec ce type de formalisme. Et enfin, c'est un formalisme qui fonctionne très bien pour l'analyse des risques. Vous avez en bleu foncé toutes les étapes d'usage. En fait, là, si vous faites un focus group, alors soit entre vous, soit avec des opérateurs, vous prenez chacune des étapes d'usage et c'est une très bonne façon d'analyser les risques. En fait, vous êtes focalisé sur chaque step. Donc là, si je prends juste le premier exemple, choisir la boîte dans l'armoire de pharmacie pour un stylo auto-injecteur. Finalement, si on imagine qu'il y a plusieurs dosages, plusieurs types, une version adulte, une version enfant, par exemple, la première erreur, c'est de se tromper de version. Donc là, tout simplement, vous avez à chaque étape l'opportunité d'identifier tout ce qui peut mal tourner. Alors, je fais juste une aparté sur la documentation. Tout ce que je vous montre ici, la norme, alors quand je parle de la norme, c'est par extension, par du langage, la 62-366, la norme vous recommande de le documenter, mais il n'y a pas de caractère obligatoire formel. Ce que vous devez documenter, c'est le résultat. C'est votre analyse des risques, c'est la liste des utilisateurs, c'est la liste des contextes d'usage. Si vous l'avez, vous pouvez le valoriser, mais il n'y a pas de caractère obligatoire. Alors, deuxième étape, c'est la spécification et la conception de l'interface utilisateur. Donc là, vous décrivez des objectifs, vous pouvez faire des maquettes, les spécifs, vous pouvez concevoir les notices d'utilisation, vous faites le design graphique ou pas. Donc ça, je passe assez rapidement. C'est tout ce que vous a présenté Paul-Étienne juste avant moi. Alors juste aussi peut-être pour accrocher une question, la question qui était de comment on documente les différentes interfaces, la question que vous avez posée. Ce que vous dit, si on reprend là pour le coup l'aspect normatif 62-366, si vous faites une formative, parce que là, tout ce que vous a présenté Paul-Étienne, c'était surtout des formatifs, c'est des évaluations en cours de process. La norme vous demande surtout de documenter quand vous avez fait une évaluation formative, donc par exemple un test utilisateur sur un premier proto, identifier éventuellement si les risques nouveaux que vous avez pu identifier, parfois soit on reprécise des risques parce qu'ils étaient peut-être pas très bien décrits, ou on en détecte des nouveaux parce que peut-être que mettre à l'envers, bon, je pense que c'était pas le cas, mais si on le met à l'envers, peut-être on aurait pu dans les premières phases ne pas avoir identifié ce risque-là. Donc là, on voit qu'ils mettent à l'envers, c'est vrai qu'on l'a pas, on le rajoute dans l'analyse des risques. Et le deuxième niveau, c'est identifier toutes les pistes d'amélioration qui ont été trouvées. Donc là, l'aspect normatif, on détecte les risques nouveaux d'identifier et toutes les pistes, toutes les modifications qu'on va apporter suite à cette étape d'évaluation.
Donc là, on n'est plus dans la partie évaluation, on n'est pas dans la partie documentation des protos, mais finalement, c'est un peu le même processus. Donc, vous avez après à établir le plan d'évaluation. Donc, le plan, c'est un document qui va reprendre toutes les stratégies d'évaluation qui vont avoir lieu sur le dispositif. Donc, on parle d'évaluation d'ergonomie, bien sûr, dans cette norme-là. Donc, ça englobe les évaluations formatives en cours de conception et aussi l'évaluation sommative, donc l'évaluation finale. Donc, c'est un document qui vit, qui évolue au fur et à mesure de l'avancement du projet. À chaque fois que vous faites une nouvelle formative, vous updatez, vous mettez à jour ce document-là et vous décrivez aussi toutes les méthodes les méthodes sommatives que vous mettez en place. Donc, c'est notamment là où vous pouvez définir les critères d'acceptation. Et c'est un document qui est important et qui doit être aussi partagé entre tous les membres de l'équipe projet. C'est pas un document qui est que R&D, c'est pas un document qui est que réglementaire, c'est un document qui doit être transverse et qui doit répondre aux attentes de toutes ces parties prenantes. Alors l'évaluation formative, donc j'en ai déjà un petit peu parlé. Donc finalement la norme distingue deux types d'évaluation, donc la sommative et la formative. L'évaluation formative, c'est typiquement ce qu'a présenté Paul-Étienne. L'objectif, c'est de trouver des pistes d'amélioration. On a fait un premier proto, ça peut être un monstre, ça peut être même parfois des visions 3D qu'on peut montrer aux utilisateurs. L'idée, c'est de trouver toutes les pistes d'amélioration qu'on peut apporter à ce produit. Et comme tu l'as très bien dit, au début, ça se compte en jours. L'idée, c'est d'avoir un très bon rapport coût-bénéfice. On parle de retour sur investissement. Plus on va vite, mieux c'est. En fait, l'idée, c'est de ne pas rester enfermé dans des fausses bonnes idées qu'on a parfois en conception. On met les preuves du feu, les utilisateurs aiment bien ça et ça, ils aiment moins. Ça nous permet d'avancer et d'aller assez vite. Notamment, on voit aussi avec les tests utilisateurs, c'est une méthode qui est très souvent utilisée pour les évaluations formatives. C'est pas la seule, mais c'est une méthode assez efficace. La norme recommande entre 5 et 8 personnes par ce type partie d'évaluation. Donc ça montre bien que ce qu'on veut, c'est d'aller assez vite, c'est pas de se mettre en place des méthodes très lourdes qui coûteraient de l'argent et qui ralentiraient peut-être un petit peu le projet. Et après, donc ça, par opposition, d'une certaine manière, vous avez l'évaluation sommative. Du coup, là, on pourrait trier un trait entre les deux bulles. Vous avez fait l'hypothèse que vous avez terminé la conception. Vous avez fait beaucoup d'évaluations itératives, vous avez amélioré, vous avez optimisé, vous avez peut-être changé la notice, modifié l'interface utilisateur en elle-même pour qu'elle soit plus intuitive. Vous dites, OK, là, c'est bon. Par rapport à tous les risques, mon interface protège bien. Il n'y aura pas ou très peu d'erreurs. Et donc là, l'objectif de l'évaluation sommative, c'est d'apporter la preuve, vraiment avec l'objectif marquage CE, d'apporter la preuve que les risques visuels qui seront mesurés sont suffisamment maîtrisés, enfin suffisamment légers, entre guillemets, pour être compatibles avec une commercialisation. Donc là, c'est vraiment pareil. Alors autant elles peuvent se ressembler sur la forme, autant la finalité est assez différente. Formative, on essaie d'améliorer le produit. Sommative, on apporte la preuve, notamment pour l'organisme notifié, que mon interface est suffisamment fiable, suffisamment aboutie pour être commercialisée en l'état. Donc, ce qui est important à comprendre, c'est que là, il faut figer la conception. C'est vraiment ultra important que toute l'interface évaluée en sommative soit finale. Que ça soit le produit en lui-même, mais que ça soit aussi le packaging, la notice d'utilisation, enfin, tout doit être la version commercialisable du produit. Donc voilà, c'est quelques exemples de tests utilisateurs. Donc l'idée, c'est de recréer au maximum les conditions de test pour cette évaluation sommative. Donc là, vous connaissez Julien, il y a déjà quelques années maintenant. C'était dans une autre salle de test que celle qu'on a ici. Donc c'était alors il y a une personne qui testait un monitoring fœtal. Alors c'était un complice, on peut estimer ça un complice à côté. Et donc l'idée, c'est on met en situation. Là, vous pourrez aller voir nos salles de test qui sont juste derrière vous. On reprend si on est en sommative, on reprend tous les risques sélectionnés, donc notamment les risques les plus critiques. Pour chaque risque, on se pose la question de quels indicateurs on va pouvoir mettre en place. Ça peut être un temps, si c'est un dispositif d'urgence, peut-être qu'on peut dire il faut que la personne appuie sur le bouton en moins 10 secondes, par exemple. Si c'est un brassard, peut-être pour ce risque-là, ça serait qu'il le mette dans le bon sens. Peut-être avec le bon niveau de profondeur, pas trop près du poignet, pas trop près du bras, par exemple. Voilà, pour chaque risque, vous définissez vos indicateurs. On rassemble ça dans des consignes d'utilisation, tout ça est documenté.
C'est un des livrables obligatoires du marquage CE. Et après, vous sélectionnez. Alors, pour la sommative, ce qui est l'état de l'art, c'est 15 personnes par profil. Vous recrutez 15 personnes. Vous faites les passations une à une et vous regardez pour chacun des indicateurs où ça se situe. Celui-là, il y a 100% de réussite, 100%. Là, il y a 80% de réussite, il y a eu quelques échecs. On regarde pourquoi. La norme nous demande d'expliquer pourquoi il y a des échecs, quel était le lien avec un défaut potentiel de l'interface utilisateur. Après, la question qui a à se poser, c'est il y a 20% d'échecs. Est-ce que c'est compatible avec une commercialisation? Ce qui peut être le cas si c'est un risque assez faible et qui sont peut-être dus à des défauts de première utilisation. Ça peut être compatible avec une commercialisation. Ça, c'est le fabricant qui prend la décision. C'est le rapport bénéfice-risque. Si c'est un risque létal, qui risque le patient peut se tuer, ou l'utilisateur peut tuer quelqu'un s'il y a une erreur, 80% de réussite, ça peut ne pas être suffisant. On dit voilà, non, le rapport bénéfice-risque n'est pas bon et on repart en conception. Donc, si c'est le cas, donc là, si le rapport de sommative est plutôt, les risques sont bien maîtrisés, donc on continue le process, et sinon, on reboucle, on revient en conception, on remodifie, on reteste la partie qui a posé problème. Après, vous devez, une fois que vous avez terminé tout ça, vous avez votre rapport d'évaluation sommative, il faut consigner tout ça dans un rapport d'ingénierie d'aptitude à l'utilisation. Donc, il y a deux niveaux. Il y a le dossier d'aptitude à l'utilisation qui doit comprendre tous les enregistrements. Alors, je ne les ai pas mis ici, mais listés comme obligatoires dans la norme. Et vous avez le rapport d'ingénierie, c'est une synthèse qui est officiellement qui n'est pas obligatoire, mais voilà, on recommande très fortement de le faire, notamment parce que c'est souvent réclamé par les auditeurs. Donc, c'est un document qui fait la synthèse de tout le processus et qui reprend un peu toutes les étapes, tout ce que vous avez pu faire sur le produit. Donc après, tout se passe bien, vous avez le marquage CE, et après on reboucle, c'est le suivi après commercialisation. Donc ça, Julien en a déjà beaucoup parlé en introduction. Donc ça, on a la même chose pour l'ergonomie avec une démarche proactive, on a bien compris la notion de proactif. Et l'idée, c'est de voir, en allant solliciter les utilisateurs, ça peut être par entretien, par observation, par questionnaire, voire de façon directe, ça peut être via des commerciaux, par exemple, ou des formateurs. En tout cas, avoir des retours qu'on va chercher et qui donnent des reculs qui donnent des informations sur l'utilisation en réel du produit. Donc, ce qui permet éventuellement d'ajuster l'analyse des risques, peut-être de rajouter des risques, peut-être mieux les décrire certains. Et après, ce qui permet aussi surtout de prendre la décision une fois qu'on a identifié ça, est-ce qu'il y a des modifications à refaire? Si vous avez une surveillance proactive, que vous avez détecté certaines difficultés, vous voyez que les utilisateurs traficotent. Alors le grand classique, c'est les personnes prennent un post-it et remarquent plein d'aides, surtout appuyer ça, attention à tel aspect qu'ils sont scotchés sur le dispositif. Par exemple, ça c'est un signe qu'il y a des améliorations à refaire. Et donc après, la question, c'est est-ce que vous modifiez? Donc là, vous refaites tout le processus. Ou si tout va bien, du coup, vous laissez en état l'interface utilisateur. Donc voilà pour le process que je voulais vous décrire. Alors pareil, un peu au pas de course. Je ne sais pas si j'étais très rapide ou ça. Parce que vous avez des questions. Alors juste après, on va embrayer sur les aspects FDA. Donc un peu comment on peut décliner ça pour les prérogatives FDA. Donc sur le process 62-370, est-ce qu'il y a des questions en ligne? Non, tout le monde était déjà très au fait. J'ai peut-être une question à laquelle j'ai été confronté. Je suis du Sud, mais j'ai travaillé dans d'autres sociétés auparavant. C'est pour les legacy devices. Oui, les anciens. Ils ont rien et à ce moment-là, il faut qu'ils construisent quelque chose lors de leur transition. Et c'est parfois assez olé, soit ils font eux-mêmes, ils bricolent un truc. Est-ce que vous êtes confronté à ça? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe quand vous avez ces legacy devices qui arrivent et puis Alors d'ailleurs, c'est pris en compte, c'est décrit dans la norme, dans l'annexe C. Donc la norme parle de YOUP, donc interface utilisateur de mais inconnu par rapport au processus. Donc c'est tout simplement, alors si on prend la norme 2015, c'est toutes les interfaces ou parties d'interface qui ont été développées et commercialisées avant 2015. Donc là, il y a un processus simplifié qui est décrit dans la norme. Ça prend, je reprends d'ici, ça prend les premières et la dernière étape en fait.
donc pour les interfaces qui n'ont pas été modifiées, il faut faire comme la spécification d'utilisation et l'analyse des risques. Et après, toute la partie conception, évaluation, forcément à l'époque c'était pas obligatoire, donc ça n'a pas être refait. Par contre, l'analyse de bénéfice-risque se fait avec la surveillance après commercialisation. Et là, d'où l'importance d'avoir des retours proactifs, parce que là, il y a uniquement cette donnée-là qui va servir de preuve, finalement, de l'interface utilisateur. Après, ce qui se passe, et c'est ce qu'on a de plus en plus maintenant, c'est des dispositifs qui ont les deux types d'interfaces. On peut avoir un même dispositif qui a à la fois des interfaces d'origine inconnue, donc qui n'ont pas été modifiées depuis 15, 20, 30 ans, et certaines interfaces qui ont été modifiées entre deux. C'est notamment souvent le cas pour les implants. Vous avez une vis orthopédique, par exemple. La vis en elle-même n'a pas été modifiée, c'est le même moule depuis 20 ans. Par contre, l'étiquette a changé, la notice a changé, le packaging a changé. Donc là, tout ce qui a changé, toutes les interfaces nouvelles refont tout le processus. Et la partie de l'interface qui n'a pas été modifiée garde son statut de legacy ou UP, en fait, interface utilisateur d'origine inconnue. Question ici. Du coup, il y avait une question, c'est si tu conçois un DM après 2015, ouais. Est-ce que tu refais des évaluations sommatives? Est-ce que tu refais des tests utilisateurs? Oui, si c'est conçu après 2015, après 2015, tout le process est obligatoire. Il n'y a que les interfaces conçues avant pour lesquelles il y a un processus simplifié, d'une certaine manière. Après, la question qui peut se poser, c'est notamment ici. C'est vrai que je ne l'ai pas décrit ici parce que là c'est une version simplifiée, mais avant l'évaluation sommative, il y a la phase de sélection des risques pour l'évaluation sommative. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'évaluer toutes les interfaces. Et on sélectionne les risques souvent c'est sur la base de la criticité, les risques qui ont un niveau de criticité suffisamment important. On peut tout tester, c'est pas une obligation. Et donc là on peut faire un filtre, on peut ne tester que les risques avec un niveau de gravitation. C'est ce qui est souvent fait d'ailleurs pour les dispositifs assez complexes sur lesquels on n'a pas la possibilité de tout tester. Je pense que la question, elle est entre les deux. Non, mais si elle est entre les deux, je pense que le dispositif a été conçu, il est sur le marché, mais il n'y a pas de dossier. Mais il n'y a pas c'est les cas un peu qu'on a entre les deux, qui sont sur le marché depuis suffisamment longtemps. C'est ça peut-être fait après, mais qui n'a pas eu de dossier à l'époque. Alors, c'est une bonne question. On a souvent ce cas-là. Ouais, donc la norme ne dit rien de précis par rapport à ça. Si on lit la norme de façon bête et méchante, en théorie, il faudrait refaire tout le processus parce que ça a été fait avant. Après, la question qui peut se poser, c'est si ça a été fait en 2016 et qu'il n'y a rien. Mon point de vue, mais c'est vrai que c'est des choses qui s'argumentent. Une surveillance après commercialisation très poussée, très argumentée, avec des vrais entretiens, des vraies observations sur site, qui apportent une preuve que l'interface est maîtrisée. À mon sens, ça peut être suffisant. Voire même, d'une certaine manière, une surveillance après commercialisation, mais très proactive, très poussée, c'est presque plus efficace qu'un test utilisateur. Parce que là, on a vraiment un retour d'expérience très concret. Mais là, ça veut dire qu'il faut vraiment mettre le paquet sur l'interface. Mais encore une fois, c'est une zone un peu d'ombre dans la norme, il n'y a rien qui est prévu là-dessus. Après, c'est toute une histoire d'argumentation et est-ce que l'auditeur va être sensible avec votre argumentation? Du coup, j'aurai encore une dernière question. Il est précisé dans la norme de réaliser une évaluation sommative via les méthodes d'observation ou interview. Comment ça s'intègre dans le dossier d'aptitude à l'utilisation? Alors là, ce qui est mis notamment dans le plan d'évaluation, vous avez une liste de méthodes d'ergonomie qui sont notamment décrites dans le guide d'application, la -2. Vous devez argumenter en quoi la méthode que vous choisissez permet de donner des preuves tangibles de la bonne qualité de l'interface. Alors, c'est marqué de façon un peu floue dans la norme, mais si vous reprenez la description notamment la méthode des tests, la méthode qui est reconnue comme étant la plus efficace pour donner des preuves tangibles de la bonne qualité de l'interface. Voilà, donc, autant la FDA, parce qu'on notamment déployé avec Léa juste après, la FDA, c'est plus clair, il se fait des tests. Et s'il ne faut pas de tests pour argumenter pourquoi vous faites autre chose, c'est un peu le même principe dans la 62-336, mais c'est marqué un peu différemment. Donc, alors, là, c'était vraiment pour l'aspect normatif. Concrètement, vous pouvez faire des observations entretien, mais là, d'une certaine manière, il faut presque apporter la preuve qu'il n'y avait pas la possibilité de faire des tests.
C'est ce qui est le cas notamment pour certains dispositifs. Donc, ce qu'on fait en test, on le fait. Dans ces cas-là, on peut troquer ça par des observations, notamment lors des investigations cliniques, par exemple. Et voilà. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que par défaut, c'est les tests, c'est la méthode la plus efficace. Si vous ne pouvez pas, il y a des méthodes alternatives. Et vous pouvez, mais ça, il faut l'argumenter dans le plan d'évaluation.